Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde consacrée au burn-out. Alors, la première table ronde parlait de la définition du burn-out, la deuxième c'était sur le profil du burn-outé et aujourd'hui nous allons aborder la question de la reconnaissance médicale et juridique du burn-out. La quatrième table ronde aura lieu le 26 janvier, vous pouvez encore vous inscrire et donc ça sera sur la réparation et la reconstruction après le burn-out. Et puis la dernière table ronde qui sera le 9 mars, eh bien on la consacrera à la question de la prévention du burn-out. Alors pour aujourd'hui, donc, et comme pour les précédentes sessions et les sessions à venir, je suis entouré de 4 personnes. Il y a le docteur Simeona Chounina qui est médecin du travail en région parisienne et qui va nous parler donc du versant médical. 2 avocates, Diane Lemoine et Florence Monteil, qui sont toutes les deux spécialisées en droit du travail et droit de la sécurité sociale à LM Avocat à Paris. Et puis Xavier Ménard, qui est consultant RPBO, qui est donc une méthode de reconstruction post-burnout, fondateur de Dranem Conseil Dranem Conseil RH à Brest, et auteur d'un livre qui s'appelle Burning Out aux éditions Libri Nova, que vous pouvez retrouver soit commandé en librairie, soit retrouvé sur les plateformes. Et donc moi-même, pour animer ces tables rondes, Sébastien Vaumoron, consultant RPS QVT, et également auteur d'un livre qui s'appelle Paradoxe du Burnout. Alors, on va commencer ce premier exposé avec Simeona sur la question de la définition médicale du burn-out. Simeona, c'est à vous. Il faut mettre le micro. Oui, il Voilà, faut mettre très le bien. micro, c'est beaucoup mieux comme ça, je crois. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc là, je vais faire une présentation qui va être plus centrée comment reconnaître le burn-out autant que maladie professionnelle, ce qui est très difficile aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vais repasser encore un petit rappel de la définition, tout simplement parce qu'on aura besoin de ça après. Donc c'est quoi le burn-out? C'est un syndrome d'épuisement professionnel, mais qui va survenir suite à une situation du travail, mais une situation chronique. Ces situations-là doivent être chroniques. J'insiste sur cela, vous allez voir pourquoi plus tard. Alors, qu'est-ce qu'une maladie professionnelle? Qu'est-ce qu'un accident du travail? On parle aujourd'hui, le thème c'est reconnaître le burn-out en tant que maladie professionnelle, mais avant de le faire, il faut qu'on sache la définition de ce que c'est. Une maladie professionnelle, c'est la conséquence de l'exposition prolongée à un risque. Ce risque peut entraîner un trouble psychique ou physique. Ce risque-là doit exister, doit être sur le lieu d'exercice du travail de ce salarié. Et qu'est-ce qu'un accident du travail? Un accident du travail, c'est un événement qui est soudain, qui intervient de façon soudaine et qui va provoquer un dommage corporel ou psychologique. Donc, vous voyez la différence, c'est vraiment que d'un côté, nous avons une exposition à un risque, à un stress chronique, et de l'autre côté, c'est un dommage corporel ou psychologique, mais qui est intervenu à un moment donné, soudainement, sur le lieu du travail. Donc, quand on parle de burn-out, on ne peut pas parler que c'est suite à un accident du travail. Donc, le burn-out, on va parler de maladie professionnelle. Mais pour qu'une maladie soit reconnue de façon professionnelle, autant que maladie due à un risque professionnel, elle doit figurer, en France en tout cas, elle doit figurer dans des tableaux qui existent dans la législation de notre sécurité sociale. Dans ces tableaux-là, dans chaque tableau, on va avoir une maladie qui est désignée, et dedans, on va avoir le délai de prise en charge et les travaux qui peuvent provoquer cette maladie. Un exemple très simple qui peut peut-être parler à tout le monde, une exposition due à l'amiante va provoquer des cancers, et dans le tableau, on va retrouver le délai de prise en charge, on va trouver le nombre d'années auxquelles le salarié doit être exposé et les quantités auxquelles il doit être exposé pour que ça puisse être reconnu comme maladie professionnelle. Et dans ce tableau, en fait, il y a 97, si je ne me trompe pas, maladies qui sont reconnues. Mais le burn-out n'est pas présent. En tout cas, ce qu'on parle aujourd'hui n'est pas présent dans ces tableaux-là. Donc,
déjà, pourquoi reconnaître le burn-out en tant que maladie professionnelle? Je pense que c'est très important au point de vue psychologique et personnel du salarié, mais également, on va parler des choses pécuniaires, également, les indemnités de prise en charge des troubles ne sont pas pareilles quand une maladie est d'origine professionnelle et quand c'est une maladie qu'on dit ordinaire. On peut aussi avoir une rente en cas d'incapacité permanente. Vous allez voir, on va parler beaucoup d'incapacité permanente et je vous ai mis en backup de mes slides les définitions de tout ça. Alors, comment reconnaître cette maladie professionnelle quand elle n'est pas dans le tableau des maladies professionnelles? Bah, tout simplement, il y a des procédures, c'est pas très simple, mais il y a des procédures qui sont spécifiques. Donc, si une maladie n'est pas dans les tableaux de maladies professionnelles, on peut demander à le faire reconnaître, mais pour cela, il faut qu'on le prouve. Alors que si la maladie, elle est dans le tableau des maladies professionnelles, c'est présumé on n'a pas à le prouver, c'est fait de façon directe. Donc, pour prouver que le burn-out est une maladie d'origine professionnelle, on doit suivre une procédure spécifique. Donc, c'est quoi la procédure? En fait, le salarié doit le prouver. Donc, il doit constituer un dossier médical de l'existence de cette maladie et de ses causes. Il doit prouver qu'il est guéri, qu'il n'est pas encore guéri, que son état est amélioré ou pas du tout amélioré. Le dossier comme ça constitué, il va le déposer auprès de la caisse primaire d'assurance maladie qui va ensuite le transmettre à un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles qu'on appelle CRRMP. Ce comité, sur la base de ces éléments fournis, va statuer quant à la pertinence de la demande et va prendre une décision, maladie professionnelle ou pas. Ce comité, il est constitué de médecins. C'est quelque chose de très codifié. Ce sont des experts médicaux et qui vont faire ça. Parfois, les dossiers sont constitués de 100 ou 200 pages d'expertise médicale, de courrier. Donc, c'est pas quelque chose de facile. Ça prend beaucoup de temps. Donc, juste en conclusion, donc la maladie qu'on veut faire reconnaître, dans notre cas le burn-out, n'est pas dans le tableau des maladies professionnelles. Si on doit prouver que cette maladie a entraîné une incapacité permanente d'au moins 25%, et la victime, le salarié, doit prouver ce lien de causalité entre l'activité professionnelle qu'il a et sa maladie. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Derrière, je vous ai mis ce que c'est un IPP et les critères utilisés, que vous pouvez utiliser, lire tranquillement quand je vous enverrai le diaporama. Très bien, merci Simeona pour cette présentation. On va maintenant passer à la question juridique et je vais chercher le diaporama. Voilà, Diane et Florence, à vous. Merci beaucoup Sébastien. Nous, effectivement, on va être dans la même lignée que la présentation qui vient de vous être faite par Simonéa Clément et on a choisi de vous présenter très succinctement, en complément des observations évidemment qui ont été pertinemment faites, la reconnaissance d'abord auprès de la CPM, donc dans le cadre de l'expertise individuelle, et la reconnaissance en justice pour que vous ayez une approche complémentaire juridique. Alors, sur la reconnaissance du burn-out, je ne vais pas évidemment répéter, je vais simplement vous rappeler peut-être que cette procédure d'expertise individuelle auprès de la CPM, elle existe, c'est assez récent, depuis 2015, depuis la loi Rebsamen, qui a été codifiée dans le Code de la sécurité sociale. On vous a remis le texte aux articles L461-1. Ce sont les deux conditions cumulatives que le docteur Simonéa Clément vous a rappelé. Donc à la fois, évidemment, un lien direct entre la situation de travail et la maladie, et puis un taux d'IPP qui doit être reconnu au moins égal à 25%. Ce sont ces deux conditions. La procédure auprès de la CPM, évidemment, c'est quelque chose qui est très normé et là encore, ça vous a été exposé. Donc, on vous a remis dans notre présentation. Je ne vais pas vous le développer, vous le retrouver puisqu'on va communiquer le support, mais c'est effectivement
tout un processus bien particulier qui est assez long puisque simplement peut-être en complément de la présentation, les délais peuvent atteindre jusqu'à 8 mois en fait entre le moment où on fait cette demande formellement par le formulaire aidé en ça par ces médecins jusqu'à la décision finale donc du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C'est un délai de 8 mois. Donc ça, c'est important. Et puis, ça vous a été dit, les chances de succès sont malheureusement réduites puisque par an sur le burn-out plus précisément, ce sont environ moins de 1500 décisions qui sont rendues. Donc ça veut dire que il y a quand même beaucoup de demandes qui sont faites et peu aboutissent. Quand on a une décision qui est rendue, qu'elle soit positive ou négative, simplement pareil, là encore, en complément des informations qui vous ont été données, il y a une possibilité de contestation de cette décision. La contestation, elle peut être faite d'une part par le salarié, s'il est déçu par la décision rendue par le fameux comité régional et par la CPAM. Donc tout d'abord devant la commission de recours amiable, donc la fameuse CRA de la CPAM, et puis là encore, une voie d'appel, une autre voie de recours devant le pôle social du tribunal judiciaire, l'ancien TAS que vous connaissez sans doute. Là encore, cette décision peut être contestée. Et puis, il y a aussi une possibilité de contestation par l'employeur qui est dans la boucle. On ne vous l'a pas détaillé, mais en fait, voilà, à chaque fois, dès qu'il y a l'impulsion qui est donnée sur la procédure qui est amorcée par un salarié, l'employeur en est observé et a voilà, des moyens de faire ses observations, de répondre à l'enquête aussi puisqu'il est entendu. Et donc au final, quand la décision est rendue, donc cette fois-ci en faveur du salarié sur une reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle, l'employeur peut évidemment la contester dans les mêmes conditions. Et pour lui, la contestation, au-delà de l'impact que ça a, c'est aussi une possible augmentation des cotisations d'accident du travail maladie professionnelle. Donc, il a un intérêt à le faire, à la fois par rapport à la décision sur l'aspect, on va le voir directement, puisque Florence va vous faire la présentation en justice, mais aussi pour son entreprise sur l'augmentation de ses cotisations. Oui, alors sur la présentation en justice, donc la reconnaissance du burn-out en justice, donc il y a 2 juridictions, 3 si on inclut le tribunal administratif. Donc il y a donc la reconnaissance qui peut être faite par le biais du Conseil de prud'homme. Donc le Conseil de prud'homme, petit rappel, c'est la juridiction qui est compétente pour régler les litiges entre employeurs et salariés. Alors généralement ce sont les licenciements, mais pas uniquement. C'est-à-dire que le Conseil de prud'homme peut aussi être saisi pour faire reconnaître une atteinte à la santé et sécurité sur le fondement de l'article L 4121-1 du Code du travail. Donc ça c'est aussi une possibilité. Et puis excusez-moi, je me suis perdue dans mes slides. Et puis au-delà de cette reconnaissance d'une atteinte à la santé et sécurité, le salarié qui est en difficulté de santé du fait d'un burn-out a plusieurs possibilités pour, je dirais, demander la rupture du contrat de travail au Conseil de prud'homme. En d'autres termes, le Conseil de prud'homme va pouvoir se prononcer sur la pertinence de la demande en justice du salarié qui va demander à ce que son contrat de travail soit rompu, mais au tort de son employeur. Donc tout ça, c'est toute une procédure judiciaire. Évidemment, il faut être assisté parce que c'est quand même assez complexe de parvenir à cet aboutissement. Et puis, dans le Conseil de prud'homme également, sur le burn-out, eh bien, il y a le licenciement pour inaptitude qui peut être contesté. C'est-à-dire ce qu'on conteste devant le Conseil de prud'homme, c'est pas tant l'inaptitude en elle-même, mais c'est surtout le fait que on estime être victime, le salarié victime d'un burn-out estime être victime d'une inaction de l'employeur qui l'a conduit à la procédure d'inaptitude. Donc, devant le Conseil de prud'homme, il y a aussi la possibilité d'obtenir une réparation sur le fondement de la contestation d'un licenciement pour inaptitude qui serait lié donc à un burn-out. Alors devant le Conseil de prud'homme, au-delà donc des ruptures qui peuvent être demandées en justice du fait d'un problème de santé et notamment d'un burn-out, il y a des fils conducteurs qui peuvent être déployés juridiquement et qui sont développés devant le Code du travail et qui sont les qualifications de harcèlement moral, de discrimination et de non-respect de l'obligation de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Code du travail ne reconnaît pas le burn-out comme étant un fondement juridique pour demander une réparation. Donc pour cela, il faut rattacher
il faut rattacher ce syndrome du burn-out à des éléments qui sont intégrés dans le code du travail, à savoir peut-être un harcèlement moral, peut-être, c'est pas toujours le cas, mais parfois c'est le cas, un traitement discriminatoire, ça peut parfois être le cas, ou simplement le non-respect d'une obligation de sécurité. Donc ça, c'est devant le Conseil de prud'homme qu'il est possible de le faire, mais également, il y a une deuxième juridiction, c'est le pôle social du tribunal judiciaire. Donc, cette juridiction, elle est composée de magistrats professionnels, ce qui n'est pas le cas devant le Conseil de prud'homme, puisque, comme vous le savez, ce sont des salariés et des employeurs élus par leurs pairs. Donc là, on est devant des magistrats professionnels, et le tribunal judiciaire, il est compétent pour, éventuellement connaître les contestations de refus de reconnaissance d'accident du travail et de maladie professionnelle, donc de refus de reconnaissance de burn-out. Il est également compétent pour reconnaître éventuellement une faute inexcusable de l'employeur du fait de l'existence d'un burn-out. Donc tout cela n'est pas du tout évident, vous l'imaginez, puisque comme l'a bien rappelé Simeona, il va falloir apporter beaucoup de preuves à l'appui de cette reconnaissance en justice. Mais pour autant, c'est quand même des choses qui peuvent arriver, puisqu'on a intégré dans nos slides des décisions de justice qui permettent d'aboutir à une indemnisation. Alors, d'un mot aussi sur le régime pour les fonctionnaires. On vous l'a mis simplement pour mémo et pour faire une comparaison, un pendant avec la reconnaissance en justice pour les salariés qui, comme Florence vous l'a dit, qui peut se faire tant devant le Conseil des prud'hommes que devant le pôle social du tribunal judiciaire. Pour les fonctionnaires, ça se passe évidemment devant le tribunal administratif, et c'est le régime de la preuve de l'accident de service, c'est-à-dire qu'il faut que le fonctionnaire démontre que le burn-out est imputable au service, qu'il existe un lien de causalité entre sa maladie développée et les fonctions qu'il occupait. Donc là encore, c'est quelque chose qui se fait de façon rare. Il y a peu de décisions. On vous a mis un exemple et une référence de jurisprudence assez récente qui concernait un professeur qui a décompensé qui a exulté sur son lieu de travail. Et donc là, en l'occurrence, la Cour administrative d'appel de Nancy a considéré que le burn-out était bien en lien, puisqu'il est survenu un peu comme un accident de travail sur le temps et sur le lieu de travail, et que donc le burn-out était constitué, et que devait entraîner des conséquences. Voilà, enfin, et pour finir, donc nous, le retour d'expérience qu'on en a sur les problèmes de reconnaissance, donc la reconnaissance en entreprise est encore difficile, puisque nous, on a eu à connaître, par exemple, un client, donc entreprise, un employeur, qui a dans son sein un salarié qui avait donc tous les signaux d'alerte d'émergence d'un burn-out, ça veut dire donc des plaintes au sujet de la réorganisation, des plaintes au sujet d'une surcharge de travail qu'il n'arrivait pas à gérer, des relations de plus en plus difficiles avec des collègues, avec ses subordonnés, des arrêts de travail égrenés, puis avec des délais qui s'étendent, une diminution de la rentabilité des manifestations colériques, et puis c'est allé jusque finalement au point culminant, c'est-à-dire qu'il a fini, donc ce salarié a fini par avoir une altercation grave avec un de ses collègues et à le menacer de mort devant tous ses autres collègues. Et ce n'est qu'à ce moment-là, malheureusement, que l'employeur s'est dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait peut-être saisir l'avocat et les services de santé au travail. Donc évidemment, c'est un souci, cette absence de visibilité, de connaissance et de reconnaissance dans l'entreprise. Voilà. Et le mot pour la fin, peut-être pour Diane. Oui, et pour finir aussi sur l'accompagnement qu'on fait régulièrement aux employeurs, mais ça fera évidemment l'objet d'un webinaire et on vous invite à nous suivre dans ce cas-là. Là, Sébastien a rappelé les dates à venir sur le dernier webinaire notamment pour renforcer la prévention, c'est-à-dire que très concrètement, quand un cas de burn-out est identifié par un employeur, c'est souvent ce que disait Florence, la prise de conscience qui se fait. Et pour beaucoup d'employeurs, et ça c'est notre pratique régulière, il y a vraiment une prise de conscience de renforcer les mesures de prévention et de mettre en place, et on le développera encore une fois, des groupes de travail, des espaces de discussion pour former davantage et mieux peut-être certains encadrants, certains managers pour permettre évidemment d'éviter à l'avenir d'autres situations de burn-out. Oui, en effet. Ouais. Merci Diane et Florence pour cet exposé juridique. Xavier, à vous. Oui, merci. Merci. Et je dois avouer que
Je vais commencer par être profondément choqué par l'exemple qu'on vient de voir là de l'entreprise. Je suis choqué parce que c'est des choses qu'on voit trop souvent et ce qui me choque encore plus, c'est que dans la plupart du temps, les actions qui sont prises en charge ou en compte par l'entreprise ne sont pas des actions pour le collaborateur, mais en protection de l'entreprise, en fait, de l'organisation. C'est mince, on a un problème, vite, il faut qu'on sécurise notre situation. Et voilà, je ne suis pas toujours persuadé qu'il y ait une vraie volonté d'aider derrière, et ça me choque et ça m'irrite à une force dont je ne pourrais pas vous décrire ici parce que c'est gigantesque. Alors, ma présentation à moi, pardon pour cette petite parenthèse pas très optimiste, mais ma présentation à moi, donc en fait, je vais commencer par poser une question sur, quand on parle de reconnaissance, de quoi parle-t-on? Je veux bien du coup que le slide avance. Si c'est possible, merci. De quoi parle-t-on? Puisque moi, je me suis, de façon assez bête et méchante, je me suis dit, mais la reconnaissance de quoi? C'est la reconnaissance d'une maladie et c'est pas facile à reconnaître objectivement, puisque déjà, on parle d'une maladie du déni. Et donc, la reconnaissance, il y a déjà la reconnaissance de son état. Moi-même, en tant que victime d'un burn-out, alors je dis moi-même, c'est pas moi personnellement, c'est la personne qui est victime d'un burn-out, déjà, il faut qu'elle se le reconnaisse à elle-même. C'est aussi la reconnaissance de l'entourage, avec les incompréhensions, les doutes, les refus, les inquisitions. Je vous donne juste quelques verbatims comme ça de mes expériences d'accompagnant de personnes en situation de burn-out, mais qui se sont vues opposer des remarques pas méchantes, hein, ça n'a rien, c'est parce que c'est tellement inconnu ou mal appréhendé que l'entourage, les proches savent pas tellement comment réagir. Donc, j'ai eu tu te reposes 15 jours et puis tu y retournes. Hein, finalement, c'est rien, quoi. C'est une petite grippette. Pour reprendre une expression qu'on a déjà entendue récemment. Mais non, ça peut pas t'arriver, toi. C'est les plus nuls ou les plus fragiles qui font des burn-out, toi. Non, hop, tu y retournes. Et en fait, donc cette reconnaissance, c'est donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'une reconnaissance médicale et ou juridique, c'est aussi sa propre reconnaissance de sa situation par soi-même, par son entourage, évidemment par ses employeurs, ce qui fait sans doute écho avec ce qu'on disait tout à l'heure, parce que dans la plupart des cas, les employeurs ne reconnaissent pas cette situation. Pourquoi? Parce que reconnaître une situation de burn-out dans une organisation, c'est porter l'hypothèse qu'il pourrait y avoir des dysfonctionnements, voire admettre qu'il pourrait y avoir des dysfonctionnements dans sa propre organisation. Et ça, l'entreprise, le monde des employeurs et des entreprises a quand même beaucoup de difficultés à l'accepter, alors que l'accepter pourrait être en termes de politique de RSE, de responsabilité sociale, une énorme plus-value au final. Mais ça, on n'en est pas là. Et puis, c'est aussi parce que ils ne sont pas formés. Objectivement, les employeurs, les RH, moi j'étais RH, hein, je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente table ronde, on n'est pas formé à la prise en charge et à l'accompagnement des personnes en situation de burn-out. Et je serais même presque provocateur en disant à la mise en place de politiques de prévention. Et puis, il y a aussi, en termes de reconnaissance, la problématique et ou la contradiction avec la valeur travail dans la société et dans nos comportements personnels. On a la dimension de la centralité au travail. Quelle est la place du travail dans ma vie? Est-ce qu'elle est fondamentale? Est-ce qu'elle est centrée? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle est d'identité sociale? Est-ce qu'elle est d'identité personnelle? Quelle est la centralité du travail dans ma vie? Il y a aussi la question du discours qu'on peut entendre dans la société. Alors, la phrase la plus connue, mais en même temps très symptomatique, c'est le travail, c'est la santé. Voilà, le travail, c'est la santé. Alors allons-y, travaillons, puisque voilà, j'aurais pu reprendre la phrase de Coluche qui disait s'il existe une médecine du travail, c'est bien que le travail est une maladie. Mais le travail, c'est la santé. Voilà, le discours nous pousse aussi à refuser l'idée que le burn-out, cette reconnaissance du burn-out. Et puis, c'est aussi un sujet clivant dans la société. J'en ai déjà parlé, mais on va le vivre fortement là avec les campagnes présidentielles qui se lancent sur le travail. Alors, une fois qu'on a dit la reconnaissance personnelle, ou en tout cas environnementale et de l'état, en fait, dans quel état je suis ou dans quel état est la personne, on peut parler aussi évidemment de dur lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Pour rappel, je ne crois pas que c'était précisé, mais l'OMS qualifie le burn-out comme un phénomène lié au travail
qui traduit un épuisement professionnel. Ce n'est donc pas en l'état une maladie professionnelle. La loi, on a eu plusieurs tentatives depuis 2012 d'inscrire en fait cette maladie comme une maladie par le biais parlementaire. On a eu Benoît Hamon notamment qui avait à un moment donné tenté sa chance. La dernière tentative, c'était en 2018. Et le ministre du Travail de l'époque pas moi, mais avait répondu que c'était impossible de reconnaître le burn-out comme tel, puisque cela voudrait dire que c'est lié à 100% au milieu professionnel. C'était une ancienne DRH qui était ministre du Travail, pour rappel. Et donc, fermer le banc, il n'y avait plus de possibilités sur le sujet. Restent les procédures, effectivement, en reconnaissance de maladies professionnelles et ou juridiques qui ont été présentées tout à l'heure par Diane, Florence et Simeona, qui sont dans les faits peu courantes. Et alors, moi, en accompagnant de personnes en situation de burn-out, je peux témoigner, et puis même à titre personnel, je peux témoigner parce que ça m'avait été moi-même proposé. La vérité, c'est que, il faut beaucoup d'énergie, et que quand on est en situation de burn-out, on ne l'a pas, cette énergie-là, parce que c'est partir en conflit, parce qu'en plus, la plupart du temps, on n'est pas soi-même en conflit avec son employeur. C'est pas parce qu'on fait un burn-out qu'on est en conflit avec son employeur, encore une fois, parce que faut quand même remettre les choses en perspective. Donc, c'est quand même un mode une démarche intellectuelle qui n'est pas spontanément innée. C'est une question d'énergie, c'est une question d'envie aussi. Donc, c'est pas et puis, c'est aussi une question que c'est très complexe, objectivement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que c'est des procédures. Et enfin, il y a aussi la question qui est importante, qui n'a pas été abordée, mais que moi j'ai comme retour, et c'est aussi de se dire, ok, mais si je me lance, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que je risque? Est-ce que ça me suit un peu comme un casier judiciaire, vous savez, où au moment de l'entretien, c'est vous avez quitté votre employeur, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, voilà, c'est aussi ça, il y a une espèce de peur sur le sujet. C'est évidemment la reconnaissance, ce sont aussi des enjeux forts, puisque c'est un enjeu de prise en charge médicale. Un burn-out ne se prend pas, aujourd'hui, comme ce n'est pas une maladie reconnue, c'est souvent traité comme une dépression. J'ai trop de personnes que j'accompagne, qui sont en situation de burn-out, qui vont chez le médecin ou le psychiatre, et qui se voient tout de suite administrer d'emblée des antidépresseurs à plus ou moins de doses. Je crois que j'en avais déjà parlé, et j'ai encore eu le cas il n'y a pas très longtemps, où la personne disait mais, à son psychiatre, mais non, mais je vous promets, je ne suis pas dépressive, je suis juste épuisée, je ne suis pas dépressive. Oui, mais c'est pas grave, hop, c'est replexe, c'est replexe. Bon, cette démarche-là, c'est parce que la maladie n'est pas reconnue, deux, parce que du coup, comme c'est pas reconnu, les professionnels sont rarement formés, y compris les professionnels médicaux. Et puis trois, ça a d'énormes impacts en termes de pratique. Je vais vous donner un exemple d'une personne que j'ai reçue la semaine dernière, qui a été convoquée donc, chez le médecin conseil en septembre. Le médecin conseil entend, oui, pas de problème, effectivement, situation de burn-out, c'est dur, etc. Vous allez avoir vos IG, je maintiens, etc. Un mois et demi plus tard, elle est convoquée par un autre médecin conseil qui lui dit, alors moi je vous préviens, les burn-out, j'y crois pas. Vous voyez la bouteille qui est là? Allez-y, soulevez-la. Alors la personne soulève la bouteille, vous voyez, vous pouvez aller travailler. Imaginez la violence, du ressenti de la personne. Donc, c'est pas reconnu. On a des traitements différents selon les médecins conseils, selon les régions, selon les départements, selon si vous êtes pris en charge par un médecin généraliste qui est formé ou pas. Donc, c'est très compliqué pour les personnes. Donc, il y a un enjeu extrêmement fort aussi en termes de santé et d'accompagnement des personnes en situation de burn-out. On peut avancer le slide suivant. C'est aussi évidemment une question d'enjeu financier, puisque la reconnaissance comme étant une maladie professionnelle changerait évidemment la branche de financement de la prise en charge. Et pour rappel, on parle quand même de 3 milliards d'euros minimum de coûts par an pour la prise en charge des personnes en situation de burn-out, puisqu'il y a déjà la question de l'arrêt maladie. Je vois que mon image est figée, j'espère que ça vous bloque pas trop, mais rien que la prise en charge des arrêts maladie, la durée moyenne d'un arrêt maladie de burn-out, c'est 9 mois. Donc, c'est tout de suite un coût élevé. Donc, évidemment, si on commence à changer de branche, c'est aussi une question de cotisation. On parlait tout à l'heure des entreprises. Les entreprises ne sont pas très chaudes pour changer les cotisations parce que ce n'est
ça rentrerait plus dans le même champ de cotisation, ça deviendrait des cotisations employeurs. Donc évidemment, la reconnaissance là-dessus est relativement peu valorisée ou mise en perspective ou favorisée par les organisations représentatives, en l'occurrence des employeurs. Et puis aussi, pardon de le dire, mais la reconnaissance, c'est aussi un enjeu humain. C'est simplement 30 à 100 000 personnes par an qui sont victimes de burn-out. Et c'est un moyen, cette reconnaissance, c'est un moyen pour les victimes, en fait, d'avancer dans leur reconstruction. Parce que ça veut dire qu'on comprend ce qui vous arrive. Ça veut dire qu'on accepte ce qui vous arrive. Ça veut dire qu'on se met dans une démarche potentiellement de prévention. Je reprends un exemple tout à l'heure qui a été donné, je crois que c'est par Simeona, par rapport au cancer. Imaginez qu'on dise à une victime du cancer, non, ta maladie, elle n'existe pas. Ben, c'est pareil pour le burn-out. Voilà ce qu'on entend quand on fait un burn-out. Non, ça n'existe pas. Prends ta bouteille, tu vois, tu la soulèves, tu vas travailler. Voilà ce que je voulais dire sur ces enjeux de reconnaissance pour moi du burn-out. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous quatre pour ces présentations et puis les points juridiques, médicaux et puis au niveau RH aussi et sociétal qui ont été exposés. On va maintenant passer à la série des questions. Elles sont nombreuses. Je vais les prendre dans l'ordre.